Merci beaucoup, Michel. Et je complète juste que tu viens de dire « je ne suis pas architecte », que les choses soient claires entre nous. Non, par rapport à la question qui a été posée, que nul n'entre ici s'il n'est architecte, à Chaillot. Voilà, donc je suis effectivement historien des formes, et j'ai donc porté cette candidature UNESCO qui a été inscrite en 2008. Donc je voudrais qu'on fasse un petit bilan, 7 ans après, de comment évolue une candidature en réseau, ses portages, ses contraintes, ses atouts et ses échecs. Donc construire des territoires avec Vauban, entre préservation et développement, c'est évidemment tout l'enjeu de comment préserver tout en laissant la vie, c'est le pari pour tous ces sites UNESCO dans son ensemble. Donc effectivement, je voudrais voir d'abord ce qu'est les éléments chronologiques, c'est-à-dire que nous parlons d'un homme, Sébastien le prêtre de Vauban, qui est donc 1633-1707, un homme qui est à la fois public et qui a en même temps une vie, une pensée humaniste très forte, qui en a fait donc un encyclopédiste avant la lettre. Et donc c'est toute la difficulté de cette candidature UNESCO telle qu'elle a été démarrée en 2004, c'était effectivement de savoir quel Vauban on allait mettre à l'UNESCO. Est-ce que c'était l'homme des fortifications? Est-ce que c'était l'homme, le preneur de place? Ou est-ce que c'était cet homme des oisivetés à la parole si libre? Avec en plus une couche mémorielle, commémorative supplémentaire, qui est que c'est effectivement un homme qui a sans cesse été commémoré. Il est commémoré dès 1808, donc Napoléon ne pouvait pas, il était à Austerlitz à Danzig en 1807, donc on le commémore une première fois en 1808, puis on n'a pas arrêté de le commémorer depuis lors, jusqu'à cette inscription au patrimoine mondial en 2008. On a raté l'année commémorative 2007, donc qui a vu cette chronologie. Donc d'abord dire que son œuvre illustre bien sûr une période significative de l'histoire humaine, qui est ce gigantesque bond en avant des frontières terrestres de la France au détriment des Espagnes, qui se réalise entre le traité des Pyrénées en 1659 et le traité de Nimègue en 1678, qui voit vraiment l'annexion de tout un tas de territoires, Hainaut, Franche-Comté, Artois, Flandre, Réunion de l'Alsace et de la Lorraine, enfin des trois évêchés, le Roussillon, etc. Donc au fond, ces frontières qui poussent et qu'il a fallu donc construire par ces frontières de fer de Vauban, avec évidemment une action inlassable, dont lui-même rend très bien compte dans l'abrégé de ses services qu'il fait en 1703, 4 ans avant sa mort, au moment donc où il espère enfin pour ce petit obro Morvandiau recevoir le bâton de maréchal qui va valoir pour lui à sa mise en retraite, et il nous écrit, et on sent l'homme, 48 sièges dont 20 sous le roi, il a fait les projets de 160 places et plus et de plusieurs ports de mer, de la conduite desquels le roi lui a donné la principale direction et pleine autorité sur les ingénieurs, ce qui l'a obligé à des visites et voyages perpétuels, hiver et été, toutes les fois qu'il ne s'est pas agi de siège, ce qui n'a pas cessé depuis 35 années de ça. Il a été blessé 8 fois, sans avoir de se casser. Sans avoir de se casser, pour l'époque, évidemment, c'était majeur, et on voit sur ces cartes ces itinéraires de Vauban qui fait une moyenne de 2000 km par an en déplacement pour des sièges ou des projets de fortification, ce qui, à une époque où on ne dépasse pas 40 km par jour, fait qu'effectivement, il est pratiquement un jour sur 2 en mouvement. En même temps, c'est l'inventeur du précaré, c'est-à-dire ce bond en avant des frontières de la France. Sur les zones ouvertes comme l'était la frontière du Nord, il a fallu construire une frontière de fer organisée sur une double rangée de forteresses. Et véritablement, c'est la stratégie de Louis XIV de la guerre de siège qui a obligé, et la construction de cette frontière de fer qui a obligé l'Europe à construire ses frontières. L'Europe définit des frontières linéaires et non plus des frontières en marche, véritablement autour de cette construction linéaire, avec évidemment la grande phrase qu'il écrit au ministre de la Guerre, Louvois, en 1673, « Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son précaré. Cette confusion de places amis et ennemis pêle-mêle ne me plaît point. Vous êtes obligés d'en entretenir 3 pour 1. Vos peuples en sont tourmentés, vos défenses de beaucoup augmentées, et vos forces de beaucoup diminuées. C'est pourquoi, par traité ou par une bonne guerre, prêchez toujours la quadrature, non pas du cercle mais du pré. C'est une belle et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des 2 mains. »
Là, on sent le bon pecno du Morvan, hein, valeur de la terre. En même temps, c'est cette liberté de parole incroyable qui fascine chez Vauban, c'est-à-dire un homme qui, en permanence, a écrit des traités. Premier traité en 1687, juste après la révocation de l'édit de Nantes. Il écrit un traité sur le rappel des Huguenots, où il dit au roi qu'il peut bien être maître des biens et de ses sujets, mais jamais de leur conscience, et que donc il doit laisser faire. Puis il écrit sur la cochonnerie ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant 6 années de temps, un moyen de rétablir les colonies, un traité sur les canaux, donc vraiment une pensée globale de cet homme qui est, à Versailles, le meilleur connaisseur de la France. Et en même temps, qui a l'oreille du roi. Hein, quand il écrit « Le roi de qui j'ai l'honneur d'être connu à fond est accoutumé à toutes mes libertés, et dès que je cesserai d'être libre, il me prendra pour un homme qui devient courtisan et n'aura plus de créance en moi. Il vaut mieux lui dire les choses comme je les écris. » Hein, ces deux hommes, Vauban, Louis, 2 vies parallèles, 1733, 1735, 1707, 1715. Deux hommes dont la parole a toujours été libre. Louis XIV, comme nous le dit Saint-Simon, amoureux des fortifications. Tous les lundis soirs, il travaille au fortif. Donc une relation très forte entre ces deux hommes. Donc quel Vauban? Si ce n'était celui des oisivetés, qui est donc du patrimoine immatériel, est-ce qu'il fallait mettre au patrimoine mondial la révolution qu'il fait subir à l'art du siège? Vauban est vraiment celui qui va imposer la pensée de Descartes dans l'art de la guerre. Hein. L'inventeur véritablement du calcul de probabilité, ce qui compte pour Vauban, c'est calculer le facteur temps. Combien de temps ça prend pour prendre une place, et dès le moment où il a levé l'hypothèque du facteur temps, le reste en découle. C'est-à-dire qu'on peut préparer les nourritures de bouche, les pansements, les armes, les quantités de poudre en fonction d'un temps donné. Une place à 5 bastions, 32 jours, une place à 6 bastions résistera 36 jours, une place à 7 bastions, 42 jours, etc. Donc véritablement, c'est l'application du calcul statistique dans l'art de la guerre qui est dictée par une volonté d'économiser les pertes humaines et qui en fait vraiment un homme qui nous touche par cette volonté de dire brûlons plus de poudre, versons moins de sang, la sueur épargne le sang, donc qui est effectivement un pragmatique au service d'un prince qui a imposé cette guerre de siège parce qu'effectivement, cet homme, ce roi de guerre qui adore la guerre, n'a plus le droit d'être à la tête de l'armée dans les hasards d'une bataille de plaine. Par 3 fois, ses prédécesseurs, Louis IX, François Ier et Jean le Bon avaient été capturés à la tête de la bataille. Donc il n'est plus question pour lui de s'exposer à la bataille. La seule guerre qu'il peut s'offrir, où il peut se mettre en scène dans sa victoire, c'est cette guerre bloquée, cette guerre immobile, qui est la guerre de siège, qui flatte son narcissisme. La pensée de Vauban, pour répondre à cette rationalisation des principes d'attaque par tranchées parallèles et par tir à ricochet, sa réponse est une évolution des principes de fortification qui va conduire à ce que ses successeurs ont appelé son 3e système, qui consiste à séparer l'enceinte de combat avec des bastions et des demi-lunes contre-garde, donc détachés de l'enceinte de sûreté, qui est l'enceinte du corps de place, avec les plantations d'armes et les casernes qui protègent la population civile. Donc effectivement, cette évolution des systèmes a été codifiée par ses successeurs. Lui-même n'a aucun système. Il est d'une liberté totale. Il s'est toujours refusé d'écrire un traité de fortification. Pour lui, la fortification, c'est d'abord le bon sens, c'est l'expérience, l'adaptation au terrain et surtout pas les systèmes. Mais en même temps, il s'adapte aux conditions géographiques. En montagne, il empile les murs l'un au-dessus de l'autre, comme à Briançon. À la mer, il conçoit des forts qui sont vraiment conçus pour le vaisseau de ligne qui se standardise à l'époque, le 74 canons, avec trois ponts qui tirent donc à bâbord et à tribord 36 canons dans 2 directions, et donc qui lui permet de mettre au point ce fort standard à batterie basse rasante, le plus bas possible sur l'eau pour les tirs à couler, combiné avec une tour le plus haut possible sur l'eau pour les tirs à démater, donc les tirs à boulet ramé, donc reliés par une chaîne ou une barre, les 2 boulets qui vont permettre de fracasser mâture, voilure et cordage. Donc ces formes géométriques élémentaires, hein, le carré sur la diagonale du demi-cercle, qui permet tir à démater, tir à couler. C'est vraiment
parce qu'il n'a pas de principe, il revient à la tour du Moyen-Âge. Il va réinventer cette idée de la tour soit cachée derrière une masse de terre, tour en défense côtière, qui montre effectivement cette adaptation extraordinairement pragmatique aux réalités des contraintes du terrain, du budget et de l'armement de l'adversaire. Dans les villes, sur la frontière, il va créer 9 villes neuves, qui sont toutes des polygones entre 5 et 8 faces. La dimension du polygone est fonction du nombre d'hommes à loger. C'est la contrainte de la notion de minimum de courtine, c'est-à-dire le fait qu'il faut écarter d'au moins 150 mètres de bastions pour permettre un tir croisé sans angle mort, donc bastion, courtine, qui va donc imposer les formes. On dit que pour loger 1500 hommes, on fait un carré, pour loger 3000 hommes, on fait un hexagone, pour loger 4500 à 5000 hommes, comme à Neubrisac, on fait un octogone. Donc cette notion de minimum de courtine qui va aboutir à ces formes de ville idéales, plutôt à majoritairement hexagonales, donc Saint-Louis de Brisac, Sarre-Louis, Longwy, Montlouis, Huningue, Phalsbourg, le Mont-Royal, projet extraordinaire, tout au bout du Palatinat allemand et qui aujourd'hui vit encore de ce qu'il est une réserve fédérale qui a été restaurée par les jeunesses hitlériennes et qui pourrait aujourd'hui prendre une dimension forte dans une candidature transnationale de Vauban. Et puis également, donc, bien sûr, Neubrisac et Mont-Dauphin. Donc, la majorité de ces villes neuves sont des hexagones, mais vous voyez la part des bâtiments civils en rouge n'est rien par rapport à la part des fortifications. À Longwy, à Huningue, l'emprise du lotissement civil équivaut à 1/8 de la surface des bâtiments militaires et des fortifications. Donc on est vraiment dans des espaces où la cohabitation du militaire et du civil se fait à la large domination du militaire. Et bien sûr, et j'en terminerai par là pour cet historique, puisque ce n'est pas le sujet, mais je voulais quand même que vous ayez un tout petit peu une idée des valeurs, au fond, qui vont justifier une demande d'inscription au patrimoine mondial. Et en même temps, Vauban est vraiment l'inventeur de la Maison Phénix, pourrait-on dire, trivialement, c'est-à-dire, au fond, l'inventeur du plan type. Il a besoin, parce qu'il doit gérer, depuis la ville capitale du royaume, entre 30 et 50 projets simultanés sur la frontière. Dans les bonnes années 1670-1680, il a un chantier à Dunkerque, un chantier à Montlouis, un chantier à Mont-Dauphin. Donc il gère en coordination. Et donc il va imploser ces bâtiments standards qui permettent de contrôler les coûts d'investissement de l'État. Le chantier d'État étant évidemment un des principaux moyens de détourner de l'argent pour les coquins. Plus aujourd'hui, je vous rassure, mais c'était effectivement le cas sous Louis XIV. Et donc, effectivement, le bâtiment, le plan type, et ici, vous le voyez, la caserne modulaire, avec donc de quoi loger une compagnie dans 2 niveaux de casernement où on a une rotation du lit pour trois fois, puisque le lit sert 3 fois dans les mêmes 24 heures, à une époque où on fait la tambouille encore dans la chambre, et où on a, vous voyez, ce caserne modulaire qui permet, depuis Paris, de contrôler le coût d'investissement du bâtiment. Et il standardise le magasin à poudre, les choguettes, etc. Donc, Vauban, dans notre modernité, est un personnage éminemment commode. Il a le dos large, pourrait-on dire. En 1808, Napoléon le célèbre comme le premier citoyen dans une monarchie absolue. Évidemment, ça est le premier à avoir eu une parole libre avec sa dénonciation d'un impôt que ne payait pas le clergé et la noblesse. C'est cette fameuse dîme royale. En 1833, lors de la découverte de l'Algérie, on célèbre le promoteur du projet colonial français. En 1933, le maréchal Pétain, posant la première pierre de la ligne Maginot, célèbre le défenseur des frontières de la France. En 1983, pour le 350e anniversaire de sa naissance, Jack Lang et le président Mitterrand inaugurent ici une exposition Vauban réformateur qui insiste sur son caractère de premier socialiste, pourrait-on dire. Et puis en 2007, là, la barre avait tourné. C'est vraiment le bon comptable de la poll tax et de l'impôt sur le revenu qui a été fortement célébré par cette exposition à la Monnaie. Donc, vous voyez un personnage comme Jeanne d'Arc qu'on peut récupérer. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce type Pourquoi Vauban et quel Vauban à l'UNESCO? Est-ce que c'est le preneur de place? Est-ce que c'est le fortificateur? Est-ce que c'est l'homme des oisivetés? On était parti sur l'idée qu'on allait
monter une candidature d'abord sur ces fortifications, ce qui nous semblait être la seule VUE, la seule valeur universelle exceptionnelle, puisque la polyurcétique de Vauban, les tranchées qui subsistent dans ces grands sièges à Maastricht, Namur, il n'en reste que des banlieues monotones, mais il n'y a plus de valeur tangible de ces tranchées. L'homme des odivetés, c'était du patrimoine totalement immatériel, et d'autant plus que l'UNESCO, dès ces années 2004-2005, avait, avec le grand architecte Ottoman Sinan, et également déjà avec Le Corbusier, qui a été le grand concurrent de Vauban en 2008, nous avait bien dit pas d'homme. On ne prend pas l'œuvre d'un homme au patrimoine mondial, mais on prend ce qui est de ses valeurs réelles, donc ces bâtiments. Mais donc, c'était un petit peu l'idée de départ. On a pris ces fortifications, puis sous la pression de l'association Vauban et d'un comité interministériel, on est revenu à prendre l'homme de génie, le génie dans toute son ampleur, et finalement, vous allez voir ce qu'a été la réponse du comité du patrimoine mondial. Donc, les critères scientifiques de la sélection, on a pris 9 sites, sur les 153 qu'on a visités à travers la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Et donc, sur ces sites, on a mis des notes de 1 à 10 et on a croisé les typologies. On a pris des places du premier, du deuxième, du troisième système, des places qui réutilisent des fortifications médiévales, des places qui sont des créations, ex nihilo, des villes neuves, une adaptation au site géographique, mer, plaine, montagne, une diversité typologique. On a pris des enceintes urbaines, des citadelles, des forts avancés, des forts à la mer, des villes neuves, des camps retranchés, des inondations défensives. On a croisé tout ça. Et les autres critères qu'on a rajoutés, c'est si on avait 2 sites de valeur identique du premier système en plaine en enceinte urbaine, on a pris celui qui avait les meilleurs abords de conserver. Et en même temps, celui, quand il y avait choix, celui qui avait le meilleur portage politique local. Ce qui fait que le maire de Saint-Malo, le maire de Bayonne, le maire de Belfort se sont retrouvés cocus de ce qu'ils n'avaient pas la carotte. Et donc, évidemment, les pressions ont fait qu'on a dû mettre en place un comité interministériel pour valider cette candidature, puisque la pauvre biche que vous avez devant vous était seule à essuyer les plâtres d'un maire de Belfort de l'époque Chevènement ou autre, et qui était évidemment complexe à exiger, au fond, d'être dans ces candidatures. Donc la déclaration de valeur universelle exceptionnelle a retenu 3 critères, le critère 1, le critère 2 et le critère 4. L'œuvre de Vauban constitue une contribution majeure à l'architecture militaire universelle. Elle cristallise les théories stratégiques antérieures en un système, donc une synthèse en un système de fortification rationnelle basé sur un rapport concret au territoire. Elle témoigne de l'évolution de la fortification européenne au XVIIe siècle et a produit des modèles employés dans le monde entier jusqu'au milieu du XIXe siècle, en illustrant une période significative de l'histoire humaine. Vous voyez ici, à droite, une page du traité de l'attaque des places de Vauban qu'il écrit et, de façon manuscrite en 1706, juste un an avant sa mort, qui va être copiée par les Hollandais et publiée en 1737, et aussitôt, en même pas 10 ans, on a 12 traductions du traité de l'attaque des places, dont la traduction en turc, dont vous voyez la planche ici, qui vous montre vraiment la diffusion d'une pensée qui était une méthode qui permettait de façon implacable de faire tomber une place forte comme un fruit mûr le jour où on l'avait décidé. Alors au départ de la candidature, 3 villes, Besançon, que vous avez là, Neuf-Brisach et Briançon, qui veulent toutes les 3 avoir cette consécration suprême. Et le comité des biens français au patrimoine mondial leur répond, mais toute seule, vous n'avez pas de VUE suffisante, unissez-vous pour faire un réseau, et ce qui vous permettra de constituer une démarche cohérente. Donc c'est l'initiative de la ville de Besançon, qui était la plus peuplée, 120 000 habitants, que se lance la candidature. Donc autour de ces 160 sites fortifiés, on fait donc l'inventaire global, on en retient 9, mais on est dans un contexte, dans les années 2005-2006, peu favorable, et qui s'est encore durci aujourd'hui, vous en avez entendu parler, je pense, hier, c'est qu'effectivement, vous le voyez, l'Europe et l'Amérique du Nord se superposent à elles seules près de la moitié des biens inscrits au patrimoine mondial, comme si les pays de l'hémisphère sud n'avaient pas de patrimoine tangible, et qu'on était donc dans une reproduction des schémas néocoloniaux dans ces inscriptions au patrimoine mondial, ce qui est évidemment très problématique, ce qui a fait que désormais nous n'avons plus droit qu'à un bien culturel
et un bien naturel ou un bien mixte par an comme inscription pour la vieille Europe. Et avec en plus désormais une certaine saturation qui s'exerçait dans les inscriptions au patrimoine mondial, ne serait-ce que pour les sites français, qui faisait donc une difficulté bien sûr à trouver notre place dans un réseau qui était en plus un réseau hexagonal périphérique qui se construisait dans un moment où l'État-nation se débarrassait de ses forts sur les frontières de l'État, donc l'État défense vendait, enfin, et continue à vendre sur les vieilles frontières de l'Europe, puisqu'elles n'existent plus depuis Schengen, ces patrimoines qui sont pourtant des patrimoines qui racontent à la fois son histoire à bataille, qui racontent la construction de l'État-nation, mais qui racontent aussi une histoire, une aventure scientifique et technique essentielle. Et donc ces forts étaient bradés, et la pression exercée au plus haut niveau de l'État pour que Vauban soit privilégié contre, à l'époque, en 2007, le Corbusier et l'arsenal de Rochefort, était vraiment liée à une posture de dire il faut absolument encourager les villes de la frontière à prendre ce patrimoine de l'État-nation, mais on va leur mettre cette cerise sur le gâteau du patrimoine mondial pour que eux en assurent désormais la gestion, avec en plus une posture du président Chirac à l'époque qui était de dire je suis de la promotion Vauban-Aléna, et Le Corbusier est le responsable de la catastrophe des banlieues aujourd'hui, c'est ce qu'il a très clairement dit, et donc je choisis Vauban. Donc vous voyez, sur les arguments qui ont été contraires à la décision du comité des biens français, on était dans les arguments évidemment qui étaient dans la subjectivité. Donc le parcours. 2005 et 2006, on rédige le dossier de candidature, qui était dans ses premières contraintes, où l'UNESCO exigeait désormais des dossiers pléthoriques avec une cartographie énorme. Ici, le dossier fait plus de 1000 pages. On est inscrit sur la liste indicative du gouvernement français en 2006. On dépose donc le dossier en janvier 2007, donc avec une instruction à suivre de 18 mois, et c'est au moment du lancement de l'année Vauban. Mais la décision doit être le 7 juillet 2006 au Comité du patrimoine mondial de Québec, qui est la date de l'inscription. 4 mois plus tôt, en mars 2008, sur les 14 maires des listes du réseau des 14 sites qui allaient au patrimoine mondial, 8 sont battus aux élections municipales, et avec des arguments, je ne citerai pas de nom, si, Blaye, Saint-Martin-de-Ré, où c'est vraiment des élus qui sont opposés au patrimoine, cette culture bourgeoise, qui veulent de l'économique et du social contre cette culture. Et donc, évidemment, on arrive à l'UNESCO avec les 2/3 des équipes qui sont contre l'inscription au patrimoine mondial. Donc, vous voyez la difficulté qu'il a fallu pour retricoter du désir ensemble, avec des élus qui avaient été précisément, qui avaient pris le pouvoir municipal contre l'UNESCO. Donc, les facteurs qui ont contribué à la réussite, c'est bien sûr qu'il fallait une cohérence absolue de dossier sur les sites qui avaient été retenus, pas de redondance, une authenticité, un état de conservation, une valeur relative et une gestion parfaite. L'obligation, et c'est vraiment ce pari exceptionnel qu'on offre, cette Rolls-Royce qu'on offre aux acteurs des territoires, que ces inscriptions au patrimoine mondial qui nous obligent à penser à l'avenir de leur territoire sur 30 ans, avec une vérification tous les 6 ans. C'est échapper au temps du mandat pour voir loin. C'est pour un élu, c'est ce qu'on peut lui espérer de mieux pour lui, et en même temps mettre la culture au centre du projet de territoire, ce qui est évidemment là encore, le rêve. Donc cette inscription sur la liste indicative, le lobbying, les groupes de soutien, les groupes de pression avec des relais à la Chambre des députés qui sont évidemment majeurs et qui sont, il faut bien le dire, pernicieux, puisque ça n'est pas nécessairement une méritocratie, c'est ceux qui ont les plus gros moyens de pression qui obtiennent la carotte. Un système de gestion unifié pour tout le réseau, ça a été très important, l'obligation d'avoir une échelle de gouvernance commune, donc ça veut dire à l'époque une seule règlement de ZPPUP ensemble, ce qui était le choix évidemment d'avoir un règlement malgré qu'on était aux 4 coins de l'Hexagone, et bien sûr les exigences UNESCO, ambition au-delà de l'inscription au patrimoine mondial, et œuvrer vers l'hémisphère sud pour encourager la patrimonialisation de patrimoine fortifié dans le reste du monde. Donc l'année Vauban en 2007, qui a été l'occasion d'en parler et de construire du désir pour des populations dont une partie non négligeable des villes de la frontière vivent à l'ombre d'une forteresse de Vauban, cohabitent avec Vauban, donc raconter qui est l'homme Vauban. Et puis donc monter une candidature avec les difficultés qui étaient que
Un certain nombre d'élus voulaient y aller, mais n'en avaient pas les moyens, comme Belfort, ou d'autres ne voulaient pas y aller parce qu'ils préféraient faire un stade que de mettre leur citadelle au patrimoine mondial. Je nommerai personne, mais la reine des citadelles, l'exemple même d'un site Vauban, a été refusé par l'élu parce qu'effectivement elle avait choisi la proie pour l'ombre, et malgré la décision de la Commission supérieure du monument historique d'autoriser le stade, c'est finalement les combats associatifs qui font qu'il est parti vers Villeneuve-d'Ascq, ce qui a entraîné pour le Parti socialiste du Nord et un certain DSK quelques problèmes à suivre. Autre cas avec Briançon. Vous voyez, à Briançon, le maire voulait absolument, au pied du fort des Têtes et de la communication Y, patrimoine militaire majeur, construire un réservoir d'eau qui lui permettait d'assurer la construction de lotissements pour lesquels, et à son âme, il était lui-même propriétaire de terrain. Et finalement, donc on lui a dit, c'est ou l'UNESCO ou le réservoir d'eau. Et en 2005, il a fini, sans gaieté de cœur, par détruire son réservoir d'eau, ce qui a été évidemment un levier d'excellence pour le rendre meilleur. Et puis, c'est passé évidemment des groupes de pression périphériques, c'est-à-dire que les Bretons, mais surtout les Franc-Comtois et les Catalans, les plus, se sont mis à dire « mais Vauban, ça a été le tueur des identités régionales bafouées par le centralisme de Louis XIV, c'est un des plus grands tueurs des langues périphériques ». Et donc, il y a eu 3000 lettres et cartes postales envoyées au président de l'UNESCO en disant « non à Vauban à l'UNESCO, c'est un danger pour l'identité collective des identités régionales ». Et là, l'UNESCO a répondu au réseau Vauban, porteur du projet, mais attendez, balayez devant votre porte. Là, nous, on n'est pas là pour gérer les problèmes d'identité nationale, donc soit il y a consensus et on le prend, soit il n'y a pas consensus et vous réglez le problème en interne et on reprend le dossier après. Et donc finalement, effectivement, même si encore à Québec, au moment de l'inscription, des catalanistes étaient là pour résister à ce Vauban tueur, on a pu quand même discuter et apporter la preuve que finalement c'était un homme qui était plutôt très attentif à la condition du petit peuple et qui n'était en tout cas pas un véhicule d'un impérialisme abstrait. Et donc, le 7 juillet, à Québec, l'inscription au patrimoine mondial, mais avec évidemment un changement de donne. La décision du comité du patrimoine mondial est d'inscrire non pas l'œuvre de Vauban, mais les fortifications de Vauban, ce qui veut dire que ça fait tomber le château de Bazoches, qui était son château privé, mais également a fait tomber la fortification du palais à Belle-Île, qui avait été demandée par le ministère de la Culture, parce qu'on a estimé que l'œuvre de Vauban y était trop minime. Et la recommandation qui a été faite à l'État partie, à la France, ça a été d'inclure des sites comme la citadelle de Lille et patatras. Martine Aubry n'en veut toujours pas aujourd'hui, donc comment on fait? Considérée comme la plus représentative de ce type. Une place forte témoignant pleinement de la réorganisation d'une fortification existante et de l'usage de l'eau en défense, tel le Quesnoy. Le Quesnoy s'était solidarisé avec Lille dans un autre projet qui était Septentrion, qui était un financement européen et avait refusé. Maintenant, le Quesnoy va sans doute revenir l'an prochain dans le réseau. Mais également, et ça a été évidemment le coup de pied de l'âne, d'inclure d'autres sites pour inclure des exemples de fortifications sous l'influence de Vauban, avec une proposition d'inscription en série transnationale. 7 ans après, on est encore à se gratter la tête pour savoir ce qu'est la fortification sous influence de Vauban. On a fait des colloques, on a beaucoup réfléchi, mais c'est impossible. Et évidemment, dès que la décision a été prise, donc on a eu Saint-Pétersbourg qui nous a dit ma forteresse Pierre-et-Paul, elle ressemble à Vauban, donc prenez-moi. Essaouira au Maroc, c'est un ingénieur français qui l'a eu, donc prenez-moi dans votre réseau. Goryakaku au Japon, fort 19e, pentagonal, c'est évidemment Vauban qui l'a fait, donc prenez-moi. Donc ça a été évidemment compliqué de gérer ce que voulait dire l'influence de Vauban dans la demande de l'UNESCO, et on n'a toujours pas compris, malgré le fait que régulièrement encore, en Mauritanie, à Alessandria, en Italie, on nous dit on veut venir avec vous. Et puis, le problème, c'est que en excluant au départ, on était 9, puis, sous pression des ministères et de l'association Vauban, on avait rajouté 5 sites, et puis, le jour de l'inscription, on nous en enlève 2. Donc, on se retrouve à 12. Donc,
il a fallu gérer ensuite, effectivement, retricoter avec en plus ces élus qui avaient perdu les élections, enfin, qui avaient gagné les élections contre nous. Donc, il a fallu recommencer à travailler ensemble. Et donc, on a construit ce réseau à partir de 2008, qui est un réseau de 12 sites, mais 13 communes, puisque vous voyez que on a donc en partant de Camaret, on a donc une tour à la mer de Vauban avec Camaret, Tatiou, Saint-Valaou, qui avait été demandé par le ministère de l'Environnement, en Cotentin, Arras, qu'on a pris un peu à défaut de Lille, il faut bien dire les choses, mais qui avait déjà une inscription au patrimoine mondial pour ses beffrois, Longwy, demandé par le ministère du Tourisme, qui est donc cette ville neuve de Plaine. Le tourisme voulait vraiment qu'on ait toutes les façades de l'Hexagone représentées. Neuf-Brisac comme la place la plus aboutie du troisième système de Vauban et le chef-d'œuvre d'urbanisme. Besançon, quand l'évolution d'une fortification adaptée à un méandre. Briançon comme vraiment cette escalade des forts dans la montagne. Mont-Dauphin comme une ville neuve du premier système. Montlouis, demandé par le ministère de la Défense comme une citadelle clé en main, peut-on dire, en montagne. Villefranche-de-Conflans comme adaptation à une enceinte médiévale, et Blaye, Fort-Pâté, Fort-Médoc, qui représentent 3 sites et 2 communes, d'où le fait qu'on a 12 sites mais 13 communes, en travers de la Gironde, comme verrou d'un fleuve, et Saint-Martin-de-Ré comme le plus bel exemple d'un réduit insulaire. Alors, à partir de là, il a fallu donc construire une politique commune, c'est-à-dire organiser à la fois des expositions, un projet culturel. Chacun des sites devait avoir un projet culturel dont les 12 projets mis bout à bout racontaient l'homme Vauban dans son intégralité. Et en même temps, donc, un affichage, une signalétique, des kakimonos, enfin, que l'ensemble de discours sur les 12 sites soit fait comme si un tour opérateur allait organiser un voyage des 12 sites Vauban sur la ferry de la France, donc 3000 km de tour, pour relier, pour avoir une politique commune. Sachant que, à partir du moment où on est un réseau, et je pense que vous l'avez déjà compris dans les jours précédents, on est totalement solidaire. C'est-à-dire, si un site fait une bêtise, c'est l'ensemble des 11 autres sites qui sont exclus d'UNESCO. Donc on est dans une situation de solidarité contrainte qui fait qu'on est obligé de se surveiller les uns les autres et d'avoir un étalonnage commun, un affichage en commun de ce qu'on fait tous les 6 ans pour qu'effectivement, il n'y ait aucune équivoque sur le fait qu'on n'ait qu'un seul bien inscrit au patrimoine mondial. Les 3 objets du réseau, c'est bien sûr gérer le bien inscrit, mais favoriser un développement d'un réseau d'échange en matière d'entretien, valorisation, animation touristique et culturelle, et développer un centre de ressources international pour la gestion du patrimoine fortifié. Ça a été les demandes, effectivement, qui ont émané de l'UNESCO au moment de notre inscription et qu'on a mis en place au cours des années. Donc, c'est évidemment une reconnaissance majeure. Perrine Land a tout à l'heure dit, les problèmes d'augmentation, de fréquentation, de vente pour les sites pinardiers, ça s'est mieux vendu en vin au début à Blaye, c'est sûr. Maintenant, ça s'est retassé. L'hôtellerie a fait un petit boom dans l'année 2008 et s'est retassé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une multiplication massive du tourisme, mais il y a eu une meilleure organisation du tourisme et surtout une orientation du tourisme vers la culture. Ça a permis de réorienter des politiques touristiques de façon plus vertueuse pour des élus qui ont eu le courage, évidemment, de se servir de ce levier d'excellence. Avec évidemment une multitude de partenaires qui ont permis donc des financements. EDF a apporté la mise en lumière, tout ce qui a été maquette d'ateliers pédagogiques pour enfants. Donc une multitude de partenaires qui ont été associés, avec en même temps même jusqu'à des écoles d'architecture comme Paris-Belleville, Philippe Prost donc qui a animé, mis de l'excellence d'architectes sur ces sites pour y travailler. Mais ça a été également la capacité de se développer en réseau grâce à des projets européens comme Adfort, qui a donc permis d'aider à la mise en tourisme à l'échelle donc de Malte, la Hollande, l'Allemagne, la Finlande, etc. Donc il y a eu des facteurs de fréquentation touristique certains, d'augmentation touristique certains, mais qui ont induit également des surcoûts pour les problèmes d'accessibilité handicapée, pour améliorer l'offre, et avec donc la mise en place de méthodes d'observation pour la fréquentation et la modification de la fortification. Alors, le problème, c'est effectivement aussi le choix des outils qui ont été arrêtés pour essayer d'évaluer les politiques publiques sur ces 12 sites.
Donc, avec, comme je l'avais appelé dans le titre, la préservation par le développement. Donc, est-ce que ces sites doivent rester tournés vers le passé ou doivent regarder vers le futur et autoriser un développement harmonieux? C'est évidemment le pari de l'UNESCO. On a le droit de se développer, on n'est pas des mises sous cloche, on n'est pas des villes-musées, mais il faut le faire dans l'excellence, en faisant des concours les plus internationaux possibles, et que l'exigence de qualité soit vraiment notre moteur. Donc le rapport au paysage étant évidemment fondamental, ça a été toute une lecture de la gestion des abords qui est évidemment s'est posée de façon aiguë, puisque ces fortifications ne se comprennent que par leur insertion dans le site. L'artillerie au XVIIe tire à 600 mètres. 600 mètres, c'est donc la zone tampon impérative qu'on doit protéger ou en tout cas maîtriser au point de vue foncier, sachant que les premiers classements au titre des monuments historiques d'une fortification de Vauban intégrant le glacis, c'est-à-dire les 150 mètres de découvert des tirs à l'extérieur du fossé, ne datent que des années 1985. Donc auparavant, on classait simplement l'enceinte et on ne se préoccupait. Donc le glacis était géré au titre des abords. Mais au fond, c'est venu très tard l'idée que le glacis, c'est-à-dire cette zone reprofilée à l'extérieur pour permettre le balayage des tirs, soit lui-même partie intégrante du bien classé. Donc évidemment avec ces adaptations au terrain qui sont l'insertion dans le paysage, avec cette escalade des forts dans le site, mais avec tout le problème de ce qui a été la modification des zones tampons. Donc le problème, la demande de l'UNESCO dans les plans de gestion, c'est effectivement de créer un périmètre d'abord du monument qui permette d'être contrôlé par les architectes des bâtiments de France, qui sont ceux qui doivent donc gérer les problèmes d'abord en permis de construire et en autorisation. Et donc, effectivement, il fallait gérer en incitant à travailler ensemble. Vous voyez ici, en travers de la Gironde, deux communautés d'agglos, Pays Médoc et Pays de Blaye et Fort-Pâté, Fort-Médoc, deux biens qui sont de part et d'autre d'un fleuve, de 3 km de large, avec, sur une île non stabilisée, le petit Fort-Pâté au milieu. Donc, comment arriver à faire que ces deux communes, dans deux communautés de communes différentes et rivales, puisque les uns vendent du bon Médoc, les autres vendent du très bon Côte de Blaye, donc vous imaginez qu'ils n'ont pas très envie de travailler ensemble. Donc le plan de gestion, par l'idée d'avoir une zone commune, était une obligation à travailler ensemble. Donc on a fait un périmètre du bien inscrit au patrimoine mondial, qui est cette grande forme d'aile de papillon. On a agrandi la zone tampon en intégrant évidemment une partie de l'estuaire, dont vous me direz que ce n'est pas vraiment des zones où on pourra lotir très facilement, mais qui était une manière surtout de mettre ces deux biens en réseau pour les obliger à travailler ensemble, à avoir une politique touristique commune, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'ils ont mis en place un petit bac qui permet de visiter les fortifications des deux rives et celle du Fort-Pâté ensemble, le Fort-Pâté étant toujours en main privée, mais la cession est en cours. Et donc, effectivement, ce qui a permis d'avancer sur cette gestion. Même chose, vous voyez ici, avec le problème des zones tampons sur un site comme Mont-Dauphin, à Mont-Dauphin, au confluent de la Durance et du Guil. On avait évidemment un bien qui était un bien, comme toujours dans les villes neuves de Vauban, la limite de la commune égale la limite du glacis des fortifications. C'est-à-dire le roi n'achète que l'emprise du terrain pour faire la place forte, et ce qui veut dire que la commune n'a aucune zone périphérique, mais elle doit automatiquement négocier avec son intercommunalité. Vous voyez, les 3 points jaunes sont les 3 points d'intercommunalité autour de Mont-Dauphin, pour arriver à mettre en place une politique commune. Et évidemment, donc, les intercommunalités autour d'un bien UNESCO ou un bien touristique attractif sont nécessairement conflictuelles. Regardez, pour mémoire, excusez-moi, où est-ce qu'il est ? Non, je l'ai perdu, pardon. Donc, les intercommunalités sont toujours conflictuelles, et vous voyez ici, la nécessité était d'arriver à s'étendre sur les autres communes pour que ces gens se parlent et aient un projet intercommunal cohérent. Et à Mont-Dauphin, c'est vraiment un des projets culturels d'excellence, puisqu'ils ont mis en place un projet culturel autour de l'approvisionnement de la place forte, qui permet d'associer les communes périphériques à la mise en tourisme culturel du site, c'est-à-dire qu'au fond, de la commune d'Aiglier venaient les mulets, de la commune de Risoul venait le serge et le jute pour faire les habits des soldats, de la commune de la commune d'en face de Guillestre
venait tout ce qui était alimentation pour la vie du soldat. Donc au fond, on a réussi à tricoter une intercommunalité autour d'un partage du bien culturel qui fait qu'aujourd'hui, Mont-Dauphin est un peu un exemple d'une harmonisation. Ailleurs, évidemment, donc vous voyez ici Mont-Dauphin tout seul sur son rocher, et donc comment on a réussi par des sentiers touristiques à mettre en place une co-attractivité avec les communes périphériques. Beaucoup plus complexe est Nebrisac. Nebrisac, la limite de la commune, c'est la limite du glacis, donc c'est là. Si on reporte simplement les abords, le périmètre de 500 mètres du bien classé monument historique, on arrive évidemment à s'étendre sur les communes périphériques, 4 communes périphériques, puisque le roi, en construisant de Nebrisac en 1697, a acheté dans la plaine d'Alsace uniquement l'emprise du terrain. Et donc évidemment, la difficulté était une échelle de gouvernance qui puisse permettre une harmonie. Évidemment, les communes périphériques, Woldesheim et Eckisheim, voient d'un très mauvais œil le fait que toute l'hôtellerie et tous les restaurants vont à la ville-centre et qu'eux ne bénéficient de rien. Et donc, il y a évidemment une situation conflictuelle. Et donc, d'où l'idée, puisque l'UNESCO nous disait « il faut un bien transfrontalier », l'idée a été de dire Nebrisac est créé en 1697 au traité de Rijswijk par perte des places avancées du Rhin et essentiellement de la ville de Breisach am Rhein, donc vieux Brisac, qui est perdu en 1697 par les Français. Et le trait d'union entre Neuf-Brisac et Vieux-Brisac, c'est le fort Mortier, qui est un tout petit fort qui était tête de pont du pont de Brisac vers la France, mais qui malheureusement est aujourd'hui dans un site Céveso, donc avec des grandes minoteries du Rhin dans ce secteur des ports du Rhin. Mais donc effectivement, on s'est dit, très bien, on va intégrer Breisach am Rhein dans une candidature transfrontalière, et ça sera notre site hors France, puisqu'on nous accuse d'une candidature nationaliste primaire. Étendons. Avec en plus, ça tombe bien, Vauban et Breisach am Rhein est non seulement le dernier siège de Vauban en 1703, c'est là qu'il va finir sa carrière, mais en plus, vous voyez, il y a une très belle porte du Rhin, Rheintor, qui a été construite par Vauban et Tarade en 1673, et qui en plus est un vrai projet européen, puisque vous le voyez, on a sur les frontons Louis XIV et Marie-Thérèse en train de fouler aux pieds les barbares germains enchaînés, ce qui me semble quand même assez européen dans l'histoire. Mais le problème numéro 1 pour Breisach, c'est qu'au fond, et la réunion a lieu aujourd'hui même à Stuttgart, le réseau Vauban rencontre le gouvernement fédéral allemand pour leur demander de mettre Breisach sur la liste indicative du gouvernement allemand. Mais évidemment, Vauban, qui a une histoire allemande, vous savez à quel point Hitler a utilisé Vauban à la fois dans la construction du mur de l'Atlantique, mais également dans tous les monuments commémoratifs des villes Vauban d'Allemagne comme Landau ou Mont-Royal, Mont-Royal fouillé par les jeunesses hitlériennes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de résonance de Vauban pour le gouvernement fédéral. Donc c'est très compliqué d'arriver à dire venez avec nous, alors que pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens. D'où la difficulté pour nous à sortir des frontières de l'Hexagone pour étendre, comme le demande l'UNESCO, le projet Vauban à l'étranger. Même chose sur les problèmes de gestion des abords avec Mont-Louis. Mont-Louis, et certains dans la salle connaissent le dossier, c'est une situation compliquée. On est dans une ville neuve, là encore, de 1681, dans Cerdagne, donc en haut de la vallée de la Tête, dans les Pyrénées-Orientales. Une situation donc de ville militaire contrôlant la ville civile, un projet ex nihilo, citadelle et enceinte urbaine créé par Vauban d'un seul coup. Un lieu qui est aujourd'hui un quartier de haute sécurité pour les centres d'entraînement commando. Tous les coups tordus de l'armée française en Afrique et ailleurs passent par cet entraînement ici, dans la citadelle de Mont-Louis, qui est un extraordinaire lieu de pérennité des usages primitifs, puisqu'avec tous ces marsouins qui escaladent les murs, qui s'entraînent au lance-flammes dans les fossés, il y a une vraie continuité de la fonction d'origine dans le monument. Mais évidemment, le report des périmètres de monuments historiques et de la zone tampon UNESCO concerne évidemment 5 communes périphériques qui ne veulent pas entendre parler du bien UNESCO. Et non seulement qui ne veulent pas entendre parler du bien UNESCO, mais qui évidemment, dans des abords qui, dans les années 2000, quand on a commencé l'inscription, étaient encore tout à fait idylliques, brutalement se sont mis, l'inscription au patrimoine mondial a déclenché un mitage urbain qui s'est accéléré. Mitage urbain qui n'est pas sur la commune de Mont-Louis,
puisque la limite de la commune, c'est la limite du glacis, et mitage qui concerne donc la surélévation des hôtels à la Cabanas, dans toutes les communes autour. On a donc un mitage qui s'accélère, qui a du mal à être contrôlé, et qui doit donc obliger à la mise en place d'un règlement d'urbanisme en commun, qui était au départ des POS qu'on voulait mettre en place ensemble, puis un plus, puis on nous a dit non, lançons une ZPPAU-P, et maintenant donc on a la mise en place qui vient d'être votée en CRPS Languedoc-Roussillon d'une AVAP intercommunale, mais qui pour le moment donc, dont le règlement n'est pas encore appliqué, ce qui fait qu'effectivement on a une difficulté à gérer les abords du bien dans des communes périphériques qui ne s'entendent pas avec la ville-centre, puisque c'est évidemment de ça qu'il s'agit. Avec, vous voyez, l'accélération du mitage, aussi bien dans le panotage, en abord direct, à moins de 300 mètres du bien inscrit au patrimoine mondial, ce qui est évidemment complexe et contradictoire. D'où l'idée qu'il fallait changer d'échelle. Montlouis a vécu jusqu'à la fin du XXe siècle, avec encore des combats assez durs dans la dernière guerre mondiale, mais surtout les combats du général Dagobert du temps des armées révolutionnaires, a vécu avec une dilatation du système d'armes qui fait qu'on est venu occuper tout autour de la place forte, par des redoutes, des forts, des chemins militaires pavés, tout un tas de points hauts autour qui permettaient d'avoir un contrôle du territoire de Cerdagne. Et évidemment que ces forces s'étendent sur des communes périphériques. Et l'idée est en cours de dire, puisqu'on a une covisibilité directe entre ces forts d'altitude et la ville-centre de Montlouis, mettons en place des sentiers piétonniers, mettons en place une découverte et associons les communes périphériques à cette découverte, aussi bien des tours à signaux, des systèmes d'armes médiévaux, que des systèmes d'armes vauban et ultérieurs, pour obliger à partager ce bien, ce qui était évidemment l'enjeu majeur d'une harmonisation de cette commune qui a perdu son maire historique, qui était le plus vertueux d'entre nous, Jean-Michel Larmé, puis qui a donc eu une succession de maires qui sont succédés dans des situations conflictuelles depuis l'inscription au patrimoine mondial et qui montrent bien les enjeux à la fois de cohabitation au sein des intercommunalités et les enjeux de ces communes qui sont essentiellement tenus par des listes de commerçants qui ont intérêt à faire venir les touristes à l'intérieur du bien, et ce qui est évidemment contradictoire avec l'idée qu'il faut repousser et les maisons et les voitures de stationnement un peu loin pour permettre une découverte de qualité de l'ensemble. Donc, difficulté de contradiction du système qui fait que vous voyez ici la VAP qui vient d'être votée mais pas encore appliquée, donc met un très grand zonage sur 5 communes périphériques avec donc des zones de protection qui se mettent en place et qui permettent de partager au fond le bien culturel tout en assurant une meilleure gestion des abords immédiates, donc de la banlieue de Montlouis, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça aujourd'hui, banlieue s'étendant sur les communes d'à côté. Autre exemple, là encore pas simple, puisque ça a été à Longwy une alternance de maires, un maire socialiste, puis un maire de droite, puis un maire socialiste, et là les dernières élections ont renversé le dernier maire qui avait mis en place un projet tour de ville, qui est évidemment contesté par son successeur, c'est de bonne guerre. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ce qui était dans une dynamique en cours, accompagné par l'école de Belleville avec Philippe Prost, et qui aujourd'hui semble être arrêté, qui était l'idée de dire Longwy, Villeneuve, posé sur la frontière du Luxembourg, hexagone parfait, dont la moitié a été détruit et loti. Réinscrivons dans le plan d'urbanisme de la ville la trace des fortifications de Vauban dans la moitié disparue. Insérons au fond une lecture de l'urbanisme vaubanien dans les formes qu'on doit lotir. Donc vous voyez ici les parties détruites qui sont concernées par des zones d'opération immobilière aujourd'hui. Et donc comment arriver à relier les parties émergées et immergées, comment arriver donc à compléter par une trame verte, reconstituer les formes des bastions et des demi-lunes dans les parties qui n'avaient pas subsisté. Mais qui n'avaient pas subsisté, sachant que une fortification rasée n'est jamais une fortification détruite. Construire une fortif, c'est du remblai des blés. Je prends la terre d'un fossé, je construis des murs, je mets en charge cette terre sur un bastion, puis quand je rase, je reprends la terre du bastion et je la remets dans le fossé. Mais les murs de part et d'autre du fossé, escarpe et contre-escarpe,
subsistent évidemment et peuvent servir à appuyer un projet et même à économiser du chantier, puisqu'on sait que les murs enfouis sont là. Donc effectivement, l'idée de compléter la trame verte, d'abord avec des projets d'acrobranche qui sont en place sur les principaux bastions, qui étaient des jungles très chevelus en cœur de ville, où on avait ces espaces militaires en friche. Donc ces 3 bastions sont devenus des lieux de promenade et d'acrobranche et de gonflettes dans les arbres. Il a fallu également redonner une visibilité à la place d'Arche. Vous voyez, le cœur de ville, c'était, comme dans toute ville de Vauban, un carré parfait sur lequel s'ouvraient les bâtiments militaires essentiels. Et là, effectivement, on a voulu refermer la place, lui redonner son échelle. Donc ça a été un concours qui a proposé, donc autour de ce puits à l'épreuve des bombes, de se refermer en refermant le côté qui avait été éventré par les bombardements de 40. Et puis créer des liens visuels avec le Longwy-Bas, puisque la grande capitale de la sidérurgie lorraine, aujourd'hui entièrement anéantie, il n'y a plus de traces de ce feu de la sidérurgie qui a été anéanti au moment donc, de la prise de pouvoir par Mitterrand. Ça a été son premier voyage en province, ça a été défendre la sidérurgie à Longwy, mais malheureusement, évidemment, tout a été détruit sans patrimonialisation, et donc d'où le fait qu'on veut patrimonialiser sur le premier feu, qui est le feu Vauban, puisque la sidérurgie n'existe plus en tant que patrimoine. Donc créer des liens visuels, voir et être vu entre la ville basse de la sidérurgie et la ville haute de Vauban, mais requalifier également tous les sentiers périphériques qui, à flanc de colline, permettent de remonter vers cette ville neuve. Mais également, vous voyez, restructurer les quartiers. Vous voyez comment, après la fouille de la demi-lune dont on a pu mesurer qu'elle existait en sous-sol, on va donc réorganiser les lotissements pour qu'ils remarquent la forme stellaire, cette étoile sur la Terre se mirant dans l'étoile du cosmos, avec ces lotissements tels qu'ils s'organisent aujourd'hui. Mais également, affronter l'exigence de qualité, c'est gérer le développement urbain. Vous voyez ici, à Blaye, comment gérer le fait, vous voyez, Fort-Pâté, Fort-Médoc, et là, juste à la pointe de la flèche ici, au moment où on inscrivait au patrimoine mondial, se construisait un restaurant panoramique au pied des remparts qu'on inscrivait au patrimoine mondial, juste en face du Fort-Pâté inscrit au patrimoine mondial. Et ce restaurant panoramique, comme il y a eu changement de municipalité, je vous l'ai dit, en mars 2008, et puis donc conflit entre la municipalité et le Conseil général de la Gironde, ce bâtiment n'a pas eu ses réseaux, ses fluides. Donc aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est en procès, le propriétaire fait procès à l'État, et le premier qui tire, l'État, la commune ou le propriétaire, enfin, contre le propriétaire, c'est-à-dire le premier qui, comme les paillotes de Corse, prend l'initiative de raser, devra payer 500 000 € au propriétaire. Donc la situation est bloquée. Il n'a plus le droit de construire, mais personne ne veut détruire. Et on attend. Vous voyez ces situations un peu contradictoires de ce que peut générer évidemment ces appétits touristiques tels qu'ils se mettent en place. Mise en tourisme, vous voyez ici comme à Mont-Dauphin, où on va construire des chambrées, on connaît tout ça. Mise en tourisme avec la régulation des flux. Donc comment arriver dans des îles complexes à Tatiou, où on n'a que, à marée haute, un passeur, un petit bac, à gérer des flux touristiques importants. Vous voyez, à Tatiou-Saint-Malaougue, on a une île propriété du Conservatoire du Littoral, une presqu'île toujours propriété du ministère de la Défense marine, site non déminé que l'État Défense vend au prix fort et ne trouve pas d'acquéreur, et d'autant plus qu'il veut faire payer le déminage par celui qui rachète, donc situation complexe. Le Conservatoire du Littoral, État environnement, disant « nous, on a assez avec Tatiou à gérer, on ne veut pas acheter l'autre ». Donc ces 2 tours observatoires qui sont ces tours emblématiques, ces tours exutoires, ces tours mémoriales de la défaite terrible de la Hougue en 1792. L'armée française prépare toujours la bataille qu'il a perdue. Là, on s'est fait anéantir notre flotte ici, à Tatiou et Saint-Malaougue en 1792. On a construit les 2 tours pour que ça ne revienne plus. Mais au fond, elles n'ont jamais plus servi à rien. Et donc, vous voyez, ces grands espaces, comment arriver à mettre en tourisme de façon harmonieuse un site toujours militaire fermé au public, un site conservatoire du littoral qui, lui, a vraiment développé des classes patrimoine, et un site militaire qui, en plus, s'effondre de façon très alarmante et pour lequel, malgré tout, les prix ne baissent pas. Avec donc cette
comment arriver à gérer les flux touristiques en organisant des promenades dans des sites qu'il faut mettre en sécurité, parce qu'ils sont évidemment, pour le moment, plutôt brinque-ballants. Et expliquer, faire de la pédagogie, faire des maquettes, faire des spectacles pour restituer les ambiances de Louis XIV, pour mieux faire comprendre au public la raison des formes, mais aussi tous les à côté de ces grands espaces où se joue l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action de la tragédie classique. Mais également, donc, la mise en tourisme, c'est Camaret-sur-Mer. Vous voyez la tour dorée de Camaret, au bout de son sillon, face à ce grand port de pêche du bout du Finistère. Cette tour à la mer de Vauban, qui est associée à cette église Notre-Dame de Rocamadour, mais qui était, jusqu'à il y a quelques mois, mitée par un bâtiment de désamiantage des bateaux qui lui-même faisait l'objet d'une demande de protection au titre des monuments historiques, donc difficulté. Comment rendre accessible aux personnes à mobilité réduite des tours de ce type, hein. La mise aux normes handicapées entraîne la destruction totale de tous les pavements, de tous les seuils et de tous les escaliers pour la remise aux normes. Donc, est-ce qu'il faut? Oui, mais comment? Et à quel coût? Et vous voyez effectivement ce hangar de désamiantage qui a fini donc par être détruit, mais ce qui a équivalu l'an dernier à la perte de 10 emplois, ce qui a été une campagne de presse très lourde qui n'est pas étrangère au renversement de la municipalité de Camaret l'an dernier. Alors, un des problèmes majeurs auxquels on a à se confronter, mais vous, les architectes des bâtiments de France futurs ou AUE, vous y serez confrontés nécessairement dans vos métiers, c'est comment gérer le stationnement automobile. Évidemment que dans la plupart des sites, le plus commode, c'est de mettre les voitures dans les fossés. Sauf que les fossés, c'est ce qu'on a mis au patrimoine mondial. C'est la masse des fortifs qui est l'enjeu majeur à faire comprendre. Or, la perception d'une fortification envahie dans son fossé par la voiture est un handicap majeur. Même si à Bayonne, on a mis un parking dans le fossé de l'Âge-Paillé, même si aujourd'hui à Ajaccio, on envisage de remplir le fossé de la citadelle sublime par 3 étages de hangars à voitures, alors qu'on sait que dans 15 ans, 20 ans au maximum, la voiture sera chassée du centre-ville. On n'est pas raisonnable, mais effectivement, le problème pour nous, ça a été gérer l'accès des voitures. Montlouis, la première vue qu'on a, d'abord on se gare dans le fossé, donc ça permet de voir, mais ensuite donc, la première vue qu'on a de la Fortif, c'est un fossé ici qui est rempli de voitures. Donc évidemment, il fallait donner du courage aux élus pour qu'ils éloignent la voiture. Alors, à Saint-Martin-de-Ré, je me suis trompé, c'est pas 10 minutes de marche. Le parking qui va être construit, qui sera mis en place cette année, qui est donc sur la route de la Couarde à Saint-Martin-de-Ré, est à 1000 mètres du centre-ville. 1000 mètres, c'est plus de 10 minutes de marche. Donc ça veut dire que soit les touristes rentrent en ville et ils ont des péages chers et coercitifs pour se garer dans l'intramuros, soit ils se garent dans un parking gratuit à l'extérieur, mais ils ont un temps de marche qui est très préjudiciable aux petits commerces du centre-ville l'été. Or, 75% des élus de Saint-Martin-de-Ré sont des commerçants. Donc, eux ont intérêt à ce que les voitures rentrent. Vous voyez, c'est l'éternel problème de ces cohabitations des contraintes. Alors aujourd'hui, à Saint-Martin-de-Ré, on mettra en place, c'est sûr, le parking de proximité, mais ça veut dire un temps de marche conséquent pour accéder à l'intramuros. L'expérience qui avait été menée à Mont-Dauphin, qui était une expérience vertueuse, qui me semble magnifique, je l'ai dit magnifique même si j'y étais très impliqué, donc je ne devrais pas m'auto-congratuler, c'était effectivement de créer un parking de proximité à l'écart sur le front d'attaque, et pour occuper le touriste qui voulait rentrer dans la ville, lui faire emprunter une tranchée d'attaque à la Vauban. L'idée était de dire, on ne peut comprendre la raison des formes de la fortification bastionnée que si on comprend comment on l'attaque, et c'est donc en se mettant dans la peau de l'assaillant qu'on va donner la logique des formes de la fortification. Hélas, cette tranchée d'attaque qui avait été mise en place en 2007 par le Centre des Monuments Nationaux, n'a pas pu être ouverte pour des problèmes de public en 2007. On a livré tout le son de la tranchée en 2008, on a livré les panneaux avec les trajectoires laser en 2009, et on a livré en 2010 l'escalier pour descendre de la tranchée vers le fossé, assez discret au demeurant, et tout ça n'a jamais servi. C'est-à-dire qu'au fond,
Cette espèce de dictature des bureaux qui a fait qu'on a accouché petit à petit de financement public pour arriver à aboutir à une tranchée qui n'a pas abouti, mais qui a créé des attelles de la modernité qui sont évidemment extrêmement préjudiciables à la lecture des volumes. Donc au fond, cette tranchée d'attaque qui aurait été un merveilleux moyen d'éloigner les voitures et de faire comprendre au public par ces approches comment découvrir la raison des formes, finalement n'a pas abouti et est aujourd'hui un monstre, envahi par les herbes folles, avec ce matériel à moitié vandalisé et cet escalier qui coûterait 20 000 € à déposer et dont personne ne veut payer la dépose. Donc, les accès à la forteresse, c'est évidemment de plus en plus ces accès piétonniers qui obligent à franchir des fossés. On met en place un peu partout ces découvertes par l'extérieur, dans la mesure où faire comprendre une fortification bastonnée, c'est d'abord tourner autour avant de rentrer. Alors, on ne peut pas comprendre une fortification si on ne l'a pas vue du dehors. Et toutes ces billetteries qui incitent à rentrer d'abord sont une erreur. Il faut donc encourager, d'où l'idée des parkings de proximité qui permettent ces marges d'approche tellement jubilantes pour la découverte des sites dans ces fortifications rasantes. Mais c'est également les problèmes de mise en sécurité qui sont tout à fait essentiels mais qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de communes, majoritairement tenues par des municipalités de personnes âgées, veulent, à la place des remparts, mettre des ganivelles ou des garde-corps absolument partout, ce qui est totalement contraire à l'idée du rempart à la Vauban. Donc on commence à voir se hérisser les fortifications de palissades, ce qui est un non-sens complet. Il faut sécuriser en contrebas et pas en contre-haut pour bien insister sur la rasance, mais c'est effectivement un des dangers qui nous menace également. Alors si on regarde maintenant les taux de subventionnement des travaux sur les monuments historiques, donc sur les 12 sites qui ont été inscrits en 2008, il est intéressant de voir qu'au fond, les enveloppes données par les DRAC, si on voit Arras, Besançon, Blaye, Briançon, donc là vous avez les financements DRAC, les financements en région, département, intercommunalité et l'autofinancement et les mécénats. Ce qui est très étonnant, c'est de voir que les financements DRAC vont de 50% à Mont-Dauphin, par exemple, à Camaret, 8,9%. Donc on a entre 9 et 50% de financement, donc aucune régularité de l'État dans ces financements publics. Ça tient, vous voyez, même chose ici, Neubrisac, Villefranche-de-Conflans, donc 40% c'est normal, 35% à Saint-Martin-de-Ré. Donc ça tient aux enveloppes des DRAC, ça tient aux priorités, au nombre des monuments dans chaque région, et on sent vraiment une politique du cas par cas, contrairement à d'autres pays. En Wallonie, enfin en Belgique par exemple, l'État finance 50% de toute façon des travaux et 15% au titre du patrimoine exceptionnel, ce qui est automatique. Donc sur les sites Vauban, je ne sais pas ce qui est le cas dans d'autres sites du patrimoine mondial, mais ça mériterait qu'on le regarde. On a effectivement une très grande disparité des financements publics, État en tout cas, sur ces patrimoines. Avec évidemment des restaurations qui ont été les plus emblématiques, qui ont été celles de Briançon, où c'est le fort du Randouillet, ces extraordinaires totems, ces grandes casernes qui s'effondraient sur le sommet de la montagne de la Durance, qui ont été donc, parce que l'armée, l'État défense avait laissé vandaliser, l'État défense a été dans un atermoiement permanent à Briançon. Il a laissé vandaliser les forts dans les années 80, puis il a commencé à céder à la ville, qui s'est massivement endettée dans les acquisitions par l'AMRAI pour la réalisation des actifs du ministère de la Défense, puis il a repris du poil de la bête en créant, au moment de la guerre d'Afghanistan, ce centre d'aguerrissement en montagne où on a réinvesti, les militaires ont réinvesti les forts d'altitude. Et puis aujourd'hui, il balance tout, et évidemment au prix fort, et évidemment avec la difficulté qu'on a à repatrimonialiser. Alors l'architecte en chef Trubert a restauré récemment donc ces 3 casernes, on a refait les toits, mais en refaisant les toits, on a supprimé toutes les lucarnes, toutes les souches de cheminée, tout le second œuvre. Ça veut dire qu'au fond, on a simplement reconstruit en bac acier les casernes, on a mis les toits, on ne sait pas quoi en faire, c'est simplement, vous voyez, on a mis ces toitures suaves et discrètes au demeurant, mais qui ont totalement supprimé ce qui était la raison d'être de départ, c'est-à-dire l'animation créée par les souches. Donc on a mis une toiture dans un lieu qui n'a pas de programme, il fallait le mettre hors d'eau, donner une ration de survie, mais qui est évidemment aussi difficile en termes de dénaturation profonde de ces patrimoines, alors même que des projets
ambigu au demeurant de panneaux solaires avait été proposé pour ces casernes. Donc les mises en tourisme, très vite, pour finir, c'est évidemment l'accueil de nouveaux équipements structurants, comme ici à Neubrisac, un musée de l'infanterie avec un dépôt de structures. La mise en tourisme, Arras, la CL d'Arras, qui a été entièrement reprise par la ville, qui en a fait, une cave de vieillissement de fromage, qui des résidences universitaires, qui des bureaux de l'intercommunalité, mais surtout qui s'en sert de lieu festif, avec, vous voyez, ces très grands rassemblements qui se font dans la CL d'Arras, et qui permettent vraiment de rouvrir ces bâtiments militaires fermés à la population. Mais c'est également animé avec, ici, donc tout ce qui a été fait récemment à la CL de Besançon avec ce film attractif qui a été mis en place et qui a été l'objet d'un dialogue complexe avec la conservation des monuments historiques qui voulait en profiter pour remettre l'hôtel, qui bloquait sur les problèmes d'accès handicapés de ce film à très gros budget, 1,3 million, donc qui s'étend sur tous les panneaux de la chapelle de Vauban, donc qui était évidemment compliqué de faire cohabiter un lieu où on voit le monument historique et un lieu où on puisse avoir ces grands spectacles, mais en même temps donc développer les compétences avec faire des livres, faire des colloques, créer des centres de ressources qui permettent à la fois d'offrir en ligne des entrepreneurs qui sont aptes à travailler la terre, la tamiser, travailler spécifique de escalade, d'altitude sur les fortifications Vauban, un réseau d'élus, un réseau dans le monde, et tous les sites Vauban documentés. Ouvrir évidemment au public scolaire, au public des enfants. C'était évidemment aussi un des paris, créer des promotions, des produits dérivés, se mettre en réseau avec d'autres sites du patrimoine mondial, comme en Franche-Comté, comme à Bordeaux, Saint-Émilion et les Forts-Vauban, en Aquitaine. Donc arriver à tricoter du désir ensemble, mettre en place des outils pédagogiques qui, évidemment, ont été les principaux paris. Alors, pour conclure, j'insiste sur la nécessité d'une approche intégrée, urbanisme, patrimoine, espace vert, de ces sites, ce qui fait grandir tous ceux qui y participent, car il faut vraiment sortir des tours d'ivoire, il faut se décloisonner, et le réseau Vauban a été une occasion extraordinaire que des acteurs très loin les uns des autres se parlent et du désir ensemble. Et cette vision partagée à long terme a été vraiment, qui est le fil conducteur des plans de gestion, permet de tenir le cap, nous rend plus forts, et malgré les obstacles rencontrés en chemin, c'est vraiment le bon moyen pour appeler à toutes les parties prenantes l'engagement commun. Donc ça a été effectivement un des moyens forts. Donc, comment combler le fossé entre la résonance de ces patrimoines pour l'État-nation et son histoire-bataille, dont le réseau constitue le dernier rempart, et les appétits d'attractivité à court terme d'élus sous pression qui ne font que passer. La grosse difficulté, c'est l'éthique de l'État par rapport à la fragilité des élus, mal formés, temporaires et sous pression des acteurs économiques. En même temps, comment concilier ces problèmes d'échelle de gouvernance, Plus on est gros, plus on est bon. Évidemment, à Besançon, à Arras, on a une agence d'urbanisme. Mais on doit partager, et plus on a d'expertise. Mais on a évidemment des communes comme Mont-Dauphin, 200 habitants, des communes comme Besançon, 120 000. La taxe pour le réseau, c'est 47 centimes par tête d'habitant. Donc au fond, qu'on soit gros ou qu'on soit petit, on partage. Mais les 12 sont solidairement responsables, et c'est au fond leur chance. Mais en même temps, la difficulté, c'est aussi le rôle de l'État qui, à la fois, a transmis, mais continue à exercer une délégation de gouvernance, une implication qui est à la fois d'un côté responsable, parfois schizophrène, pour l'État culture, et pour l'État défense d'une très grande désinvolture, puisque les sessions frisent à chaque fois le cynisme, ce qui est évidemment complexe dans ces gestions. Donc aujourd'hui, on a effectivement à la fois un problème de comment concilier conservation et développement, et en même temps, comment intégrer des plans de gestion différents pour chacun dans un moment de baisse des crédits, même pour les interventions de première nécessité, qui font que de plus en plus, on n'intervient plus que dans l'entretien minimal, comme on l'a vu à Briançon, et on arrête de réutiliser les bâtiments. Là, la tour de la Pelote à Besançon, merveilleusement positionnée entre la gare et le centre-ville de la Boucle, vient de cramer. Eh ben, on remet un toit,
mais on n'en fait pas le centre d'interprétation du patrimoine militaire qui aurait dû s'imposer parce qu'on n'a plus les sous pour le faire. Et l'urgence d'une remise en l'état l'emporte sur d'autres actions. Et à l'échelle du bien en série, si le sentiment d'appartenance fait sortir les sites de leur isolement, on a construit aujourd'hui une vigilance solidaire, une entraide spontanée, qui est vraiment la plus-value de l'action du réseau, en complément de celle des sites. Donc, on a une dynamique très forte, mais en même temps, une fragilité qui est aussi aujourd'hui une réalité. Merci.